Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. À tous ceux qui nous écoutent, je précise que vous pouvez suivre également cette émission sur BFM Radio, qui la retransmet en direct. Vous voulez ériger le centre en première force politique en France, on parlera de ça tout à l'heure, après avoir parlé de ce qui est le titre numéro 1 dans l'actualité, l'intervention française au Mali et puis le déroulement du drame en Algérie. Voici d'ailleurs sur l'Algérie ce que disait François Hollande hier à propos de la manière dont les Algériens ont réglé l'affaire des otages. Quand il y a une prise d'otages avec autant de personnes concernées et des terroristes aussi froidement déterminés, prêts à assassiner ce qu'ils ont fait, leurs otages, un pays comme l'Algérie a les réponses qui paraissent, à mes yeux, les plus adaptées, car il ne pouvait pas y avoir de négociation. Réponse la plus adaptée, dit le président de la République. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. C'est très difficile ce genre de situation. On est sur un sujet qui est extrêmement large, qui va de la mer Rouge à l'Atlantique. Rien ne peut se faire sans l'Algérie, ou plus exactement, rien ne peut se faire sans une coalition de tous ceux qui luttent contre les djihadistes ou narco-djihadistes. Des prises d'otages comme celle-là, massives, sont extrêmement difficiles à dénouer. On peut regarder le nombre de drames de ceux qui ont été tués, de ceux aussi, on peut regarder ceux qui ont été sauvés. Mais en tout état de cause, dans la situation globale dans laquelle nous sommes, le président de la République a eu raison. De dire que l'Algérien s'était comporté comme il convenait, même si le résultat est dramatique. Oui, mais bien sûr qu'il est dramatique. Mais ces situations sont de toute façon dramatiques. Nous sommes peut-être trop compassionnels dans ces affaires? Non, c'est pas qu'on est trop compassionnel, c'est que c'est un signe d'une extrême dangerosité qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Il y a au total 700 ou 800 personnes sur le site, voire peut-être un peu plus. Vous avez des terroristes parfaitement déterminés à probablement liquider un certain nombre d'otages. Donc on est dans une situation difficile. Et le président de la République, dans sa responsabilité, n'a pas d'autre choix que de dire ce qu'il dit. Alors justement, il a également précisé que, à son avis, ce qui s'était produit en Algérie renforçait les raisons pour la France d'être intervenue au Mali. Il le disait également hier. Ce terrorisme qui menace toute l'Afrique de l'Ouest, mais également le monde entier. La prise d'otages en Algérie en est une illustration tragique. Ce que je sais, c'est que des otages sont morts, qu'ils ont été lâchement assassinés, et que là encore, s'il y avait besoin de justifier l'action que nous engageons contre le terrorisme, nous aurions là encore un argument supplémentaire. Alors, il y a ceux qui disent, si la France n'était pas intervenue au Mali, il n'y aurait pas eu l'Algérie. Le président dit non. Au contraire, ça justifie notre intervention. Non, mais il est évident qu'une telle opération ne s'est pas décidée parce que l'opération Serval a été déclenchée par la France. Enfin, c'est une évidence. Alors, il peut y avoir une concordance de temps. Mais de manière plus générale, moi, je tiens à dire que notre formation politique, l'UDI, est dans l'Union nationale. Dans cette affaire-là. Nous l'avons dit le premier jour, j'ai eu l'occasion de le dire immédiatement quand j'ai rencontré Jean-Marc Ayrault. Des hommes des troupes françaises sont engagés. Si ça n'avait pas été fait, je pense que Bamako serait probablement tombé et qu'on assisterait à une situation extrêmement grave. Et il faut bien se rendre compte que on est sur une très très grande opération d'envergure avec des pays extrêmement fragiles tout autour. Donc il fallait stopper l'opération des trois groupes qui descendaient. Et les procès en impréparation ne me paraissent pas de bonne loi. Parce que dans l'opposition, on entend des voix qui s'élèvent, qui disent tout ça n'était pas préparé, on ne sait pas quelles sont les missions exactes des soldats français. Vous trouvez que François Hollande est suffisamment précis là-dessus? Non, il y a deux choses différentes. On parle de l'impréparation. Je pense que les militaires, depuis longtemps, avaient prévu toutes les hypothèses, et d'ailleurs le déploiement n'aurait pas pu se faire si rapidement sinon.
Personne n'avait prévu cette descente aussi rapide. Il y avait un processus onusien de formation, de soutien à la malienne, la MISMA, etc. En revanche, et ce qui n'est pas rompre l'unité nationale, il n'a rien à voir, c'est de regretter ou de s'étonner que dès le jeudi soir ou le vendredi midi, le président n'ait pas assuré une forme de leadership européen en allant à Berlin, à Londres, à Madrid, à Rome, à Copenhague, enfin à Bruxelles, pour aller parler avec les chefs d'État et de gouvernement d'une situation qui n'est pas une situation franco-malienne, qui est une situation beaucoup plus grave. Alors écoutez, nous on était prépositionnés et on a fait le travail d'arrêt immédiat, mais le sujet est beaucoup plus large que ça. Et nous avons besoin d'une coalition internationale, en tous les cas européenne, avec un soutien politique, militaire et financier. Le soutien militaire pouvant prendre diverses formes. On sait que certains pays il y a une aide logistique de quelques pays. Oui, mais c'est objectivement... Non, mais c'est plutôt la démarche positive. Si vous voulez, moi je suis... l'acte que nous soutenons est très, très grave. L'absence d'entretien personnel en ayant fait le tour des capitales avec les principaux dirigeants européens me fait dire que là, on a probablement loupé une étape. Alors, j'espère que tout ceci va s'élargir. Nous serons au Bundestag mardi. Et au nom de l'UDI, je dirais à nos amis allemands que l'Europe s'est construite sur la haine des fanatismes. C'est bien ça, l'Europe de la démocratie et des droits de l'homme. Vous trouvez qu'il y a un vide européen autour de cette question? Oui, il y a un vide européen. Et par la faute de François Hollande? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a un vide européen. Les déclarations de Mme Ashton sont surprenantes. Elles ont d'ailleurs été critiquées par les parlementaires eux-mêmes. Mais moi, je n'aime pas dire c'est la faute des autres. Donc, ce que j'essaie de me dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la réalité psychologique qui a fait que le président de la République n'a fait la tournée des capitales européennes à ce moment-là, pendant tout le week-end, pour expliquer, préparer et proposer une coalition. Alors, c'est difficile, mais on voit bien ce qu'est la notion de leadership, là. On voit bien ce qu'est la notion de leadership. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a probablement une faiblesse. Mais est-ce que vous voulez dire par là aussi qu'il y a entre François Hollande et d'autres Européens, notamment pour les questions économiques, etc., des divergences qui font qu'on a du mal à assumer ce leadership en France? C'est sur une opération comme ça toujours difficile, mais tendance à penser quand même que le début du quinquennat sur ce sujet-là a été difficile parce que toute la campagne a été faite contre ce traité européen totalement injuste, alors que les 25 pays avaient signé ce traité et étaient en cours de ratification pour certains. On appelait ça d'ailleurs le traité Merkozy, souvenez-vous. Donc, et puis après, la France toute seule annonce qu'il y a un programme de 120 milliards de relance qui, évidemment, n'existe pas. Donc, je suis convaincu que l'osmose avec les autres dirigeants européens ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Un nouveau quinquennat, un nouveau président qui arrive aussi n'a pas ses marques. Pour moi, j'essaie d'être le plus objectif possible. Donc, il faut avoir mené des batailles en commun pour pouvoir avoir des relations de très grande proximité. Mais indiscutablement, cette absence de proximité a probablement fait défaut. Sur le terrain, est-ce que vous jugez que les objectifs assignés aux soldats français, donc Laurent Fabius, François Hollande précisent que les soldats français doivent être essentiellement en soutien et qu'il faut intervenir pour aider les forces africaines à reconquérir le terrain? Ça vous semble suffisamment précis? Alors, au début, on a entendu, on ira les déloger les terroristes là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, c'était très, très large. Je pense que ce n'était pas la bonne façon de voir les choses. Et évidemment, ça ne peut pas se terminer en une guerre de la France contre le terrorisme seul. Enfin, ça n'a aucune espèce de raison. Donc, il faut bien comprendre. On a deux sujets. Vous savez que moi, je me suis longtemps battu pour qu'il y ait un grand accord Europe-Afrique.
Parce que je reste convaincu que l'Afrique est notre plus grande chance de développement s'il y avait un accès à l'énergie puissant, donc un grand développement de l'Afrique. Et on avait failli réussir avec ce qu'on appelait le plan justice-climat. Il faut bien se rendre compte de la situation de l'Afrique. C'était une chance extraordinaire, mais c'est aussi notre principal risque, notre principal drame. Les réfugiés climatiques, les réfugiés de la faim et maintenant les réfugiés politiques. Donc je suis stupéfait de voir à quel point, et là, le président français n'y est pour rien, nous avons du mal à avoir une grande politique Europe-Afrique, alors que la Chine essaie d'avoir une politique Chine-Afrique. Et au-delà du problème militaire immédiat, qui ne peut être géré que par une coalition emmenée par les Africains eux-mêmes, évidemment, mais avec un très fort soutien politique et militaire des Occidentaux. Il n'y a pas d'autre solution. Et débouchant sur un accord politique sur le Touareg, sur les Touaregs, pardon, ils sont 2 millions. Et ils sont répartis sur plusieurs pays limitrophes du Mali. Donc il nous faut une sortie politique, il nous faut un arrêt militaire, il nous faut une coalition et il nous faut un grand programme de développement de l'Afrique. Un chiffre, M. Mazerolle. L'Afrique, c'est 26% d'accès à l'énergie et 5% de croissance. Imaginez un pays qui soit un continent à 50, 70, 80% d'accès à l'énergie. L'énergie, c'est tout. Hein. C'est l'eau du sous-sol, c'est l'agriculture, c'est les services, c'est le développement. Politique que vous attendez, la coalition européenne, mais évidemment, mais il faut vraiment qu'il y ait une stratégie Europe-Afrique. L'Afrique, c'est à 17 km des frontières de l'Europe, la frontière sud de l'Europe. C'est le grand continent de demain. Père Fitz serait là, il écrirait quand l'Afrique s'éveillera. Enfin, ce qu'il avait écrit pour la Chine il y a un peu plus de 30 ans. On a vu le développement extraordinaire. Donc l'Afrique, c'est ou l'un ou l'autre. C'est notre plus grand espoir de développement pour nous aussi, ou notre risque principal. Et moi, j'attends de la France et de l'Europe une prise de position à la fois politique et militaire dans l'immédiat et un programme politique de sortie de crise et un programme de développement pour l'Afrique.